Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu FinOps, SRE, sysadmin dans le rôle qui est souvent le rôle un petit peu délicat, voire un petit peu ingrat, et pourtant qui est une juste cause. Et pour rentrer dans la matière, voilà la petite anecdote où je travaille. Mon petit surnom, c'est Rend la rame, en tout cas dans une des équipes, on m'appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que à cause de moi, il y a des fois des OM kills, ce genre de choses. Alors sans gravité, je vous rassure. Mais plus globalement, donc l'idée, c'est, on en rigole entre nous, c'est de la gestion de la RAM et du CPU et faire en sorte quand même d'être relativement sobre dans son utilisation. Et ça, c'est plutôt dans le contexte actuel global, pour les gens qui connaissent les rapports du GIEC, voilà, on va parler de sobriété. Ça rentre un petit peu dedans quand même, chacun à son échelle, et il faut faire ces efforts-là, au-delà de la simple sobriété, si les gens ne sont pas attachés à l'aspect climatique, au moins il y a un rôle financier qui est non négligeable et qui est même extrêmement important. Alors on va faire ce petit retour d'expérience. Alors mes collègues, bien sûr c'est une blague, parce que tout simplement eux ont déjà bien intégré la nécessité d'une bonne gestion de la ressource, et ça c'est plutôt cool. Et mon retour d'expérience, il se vérifie, en tout cas il se valide, d'autant plus que j'ai réalisé pas mal de migrations dans Kubernetes. En tout cas j'ai pu en visualiser pas mal et me faire vraiment une expérience par rapport à ça. Kubernetes ou pas, peu importe, mais c'est vraiment le support qui m'a permis de découvrir encore plus les choses. L'idée, ça a été de migrer des choses qui soient en data center vers du cloud et du Kubernetes managé, ou des instances groupes dans le cloud vers du Kubernetes managé ou non managé, peu importe, mais on s'en rend bien sûr plus compte quand on est dans quelque chose qui est managé dans le cloud, parce que la bonne évaluation du sizing et la bonne gestion va avoir un impact coût qui va être direct et qu'on va pouvoir relativement réduire facilement. Je vous ai déjà présenté une comparaison macroscopique entre l'évolution des coûts au niveau du data center et l'évolution des coûts au niveau du cloud. Il y en a un qui est relativement linéaire, l'autre qui est plutôt en escalier avec de fortes marches. Donc du coup, le gain va être beaucoup plus important en cloud qu'en data center, et d'autant plus que le coût cloud d'instances, qu'elles soient des instances managées ou non managées, est aussi plus important. Donc du coup, le gain d'une bonne gestion est vraiment très très efficace dans le cloud, et ça fait partie d'une nécessité dans le cloud d'avoir cette hygiène, cette approche. Donc, alors pourquoi on s'en rend plus compte dans le cas d'une migration d'instances, par exemple d'instances qui sont dans le cloud, ou donc on va partir d'instances, hop, comme ceci, on va dézoomer un petit peu tout ça, voilà, et le but, c'est de passer vers du Kubernetes, tout simplement. Et donc derrière, on va dire que c'est du Kubernetes managé. Et bien, ce qui va se passer, c'est que quand notre programme est au niveau de l'instance avec une certaine taille, peu importe la taille, finalement, l'instance, à partir d'un moment, on va plus pouvoir jouer. C'est-à-dire que même si on est sur le niveau minimum de l'instance, on va dire du standard, du micro, le plus petit possible dans le cloud, à un moment, on peut pas réduire plus, et le programme finalement, potentiellement, il va consommer moins de CPU et moins de RAM que même le minimum de la plus petite instance disponible dans le cloud. Donc du coup, finalement, la mutualisation et le gain va être relativement minime dans le cloud pour ce type de programme. Et si on a une infrastructure qui dispose de vraiment beaucoup de microservices et qui est à base de microservices, le gain va être relativement limité. C'est pour ça qu'on dit cloud ready, pas cloud ready, etc. C'est sur ces aspects-là que ça se discute. Et donc, si on passe ça sur un cluster Kubernetes qui lui va être potentiellement réparti sur plusieurs instances pour le coup, et qui va être managé dans le cloud, on va dire, eh bien on va pouvoir du coup vraiment mutualiser, faire vraiment de l'hyper-mutualisation, on va dire, parce que les programmes vont être relativement petits, s'ils sont relativement petits, on va pouvoir vraiment en mettre beaucoup et sur une même instance. Ce qui est tout à fait possible, attention, il faut quand même le dire, ce qui serait possible à l'ancienne, tout simplement en gérant des instances et en créant plusieurs services sur la même instance. La difficulté, c'est que si je perds une instance là, qu'est-ce qui se passe ? Là, au lieu de perdre un seul programme, j'en perds 4.
Donc derrière, ça nécessite une vraie gestion de la HA, et du coup, très rapidement, qui dit vraie gestion de la HA, dit passage à Kubernetes. Ensuite, plus les autres atouts de Kubernetes, qui sont le scaling, etc. Bien sûr, on se dit très rapidement, voilà, l'intérêt de Kubernetes est majeur. Alors ça, cette question-là amène d'autres éléments à avoir en tête. C'est derrière l'empreinte d'un programme donné et d'un langage donné. Ça, c'est quelque chose qui émane aujourd'hui de manière de plus en plus importante avec l'arrivée de nouveaux langages, comme Golang, qui existe déjà depuis quelques temps. Maintenant, on peut plus forcément parler de nouveaux langages, mais Rust, par exemple, également. Ce sont des langages avec une empreinte relativement très très faible pour le coup. Historiquement, on avait du C ou du C++ également, qui avait des empreintes assez faibles, mais par rapport à d'autres programmes comme Python ou comme Java, alors je sais que certains vont me démontrer par A plus B que peut-être dans certains cas de figure avec Python, avec Java, on arrive à faire des choses qui tiennent avec une empreinte beaucoup plus faible en CPU ou en RAM. Alors effectivement, et puis Python est en train d'avancer, en tout cas dans ce sens-là, a priori, aux dernières nouvelles, donc ça c'est plutôt cool, mais néanmoins, pour une personne qui rentre dans le langage et une personne qui n'a pas une expérience de folie, faire un programme qui est très, alors je vais pas dire performant, parce que la performance ne repose pas là-dessus, mais qui est très sobre, eh bien c'est quelque chose qui est complexe. En Python, on va dire on peut avoir des ratios de 1:10 par rapport à du Go, par exemple, en termes de consommation de RAM, par exemple, ou en termes de consommation de CPU. Idem pour Java, voilà, il y a l'aspect JVM, on embarque déjà quelque chose qui est assez énorme, et des fois, pour pas forcément un besoin qui est important. Donc du coup, le choix du langage est important. Et ce qui est important, au-delà de ça, c'est que si on fait la démarche et on prend un pas de recul, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de sociétés, dans le cadre de la réécriture en mode microservice, si on n'est pas déjà passé à Kubernetes, donc avec ce mode d'hypermutualisation, et qu'on est encore dans ce mode un petit peu instance, on va dire à l'ancienne, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on se rend pas bien compte de l'intérêt d'avoir vraiment une empreinte la plus petite possible. C'est-à-dire que le moindre gain qui va se faire ici peut avoir des conséquences importantes, alors pas dramatiques, mais importantes en termes de gains. C'est-à-dire on peut vraiment gagner beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est-à-dire que quand une société entre dans la démarche de réécriture de son architecture, elle doit, au jour d'aujourd'hui, faire ce choix et de se dire, voilà, est-ce que d'un point de vue compétence, peut-être certains langages vont avoir un coût plus important, c'est-à-dire recruter va être plus difficile, le salaire est peut-être plus important, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et pour autant, eh bien, derrière, je vais avoir une empreinte qui va être plus importante. Et le jour où je vais avoir besoin de faire cette bascule-là, mais j'en suis pas encore conscient que je la ferai un jour, eh bien, je vais me retrouver avec ces programmes qui vont être dans un langage qui ont une empreinte importante, et ma mutualisation, finalement, va se retrouver un peu plus limitée. Après, on va pas forcément s'en rendre compte beaucoup, mais on pourrait gagner vraiment beaucoup plus avec une empreinte plus faible. Et ça, c'est un fait, c'est trivial, on va dire, c'est, voilà, je dis des choses qui sont évidentes, là, de tout ce que je vous dis, mais c'est un fait. Derrière, ça impose également, du coup, et ça permet et ça impose, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est les deux à la fois. Quand on passe donc dans ce Kubernetes avec l'ultra, on va dire, mutualisation, ce qu'on peut faire également en infrastructure standard, ce que je vous explique là, on n'est pas obligé d'être dans le cas de Kubernetes, mais derrière, on va avoir la capacité à monitorer, ce qui est valable dans peu importe, qu'on soit dans Kubernetes ou pas, on n'a pas inventé l'eau chaude à intégrer du monitoring dans Kubernetes, bien sûr, mais derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la capacité, du coup, à bien vérifier que les empreintes ici sont faibles, et on va pouvoir gérer finement les choses, notamment avec le request et le limit. Donc principalement le limit va permettre également de gérer les choses, mais le request également, et du coup on va pouvoir vraiment s'intéresser à la performance, ou en tout cas l'empreinte globale de l'ensemble des programmes au sein du cluster. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et voir également son évolution dans le temps et son évolution dans les cycles journaliers. Par exemple, si on a du scaling, eh bien on va pouvoir voir les pics, les moments bas,
idem sur une année entière, et du coup s'adapter par rapport à ça. Alors bien sûr derrière, si on est sur un Kubernetes managé et qui en plus fait d'auto-scaling, alors je vais pas vendre les boîtes qui proposent ça, eh bien le gain est bien plus important, puisque derrière on va pouvoir faire varier ici la taille du cluster. Et le gain financier il se fait là. Il se fait vraiment sur la variation de la taille du cluster, et par ailleurs la souplesse des programmes, c'est-à-dire que certains vont permettre certains clusters vont permettre d'intégrer des nœuds qu'on appelle préemptifs, c'est-à-dire avec une durée de vie courte, et donc du coup on va payer beaucoup moins cher, 3 à 4 fois moins cher le nœud en question. Alors ça c'est pareil, c'est des choses qui sont intégrées dans les programmes, puisque si on a un programme stateless, on va pouvoir faire ça en fermant les yeux. Si on a un programme qui est relativement stateful, c'est-à-dire avec la nécessité de stocker de la data, par exemple du travail de fichier, par exemple si on kill un process qui travaille de la data sur fichier, il faut qu'il soit capable de clôturer et de fermer le fichier proprement. Éventuellement s'il a besoin de gzip, il faut qu'il ait le temps de le faire, etc. Et du coup au moment où il se fait préempter, il n'a pas forcément le temps de pouvoir le faire. Ça c'est des choses qui se simulent et qui se regardent, mais voilà, ça c'est des choses qui sont très importantes. Donc vérifier cette surallocation, et qui dit vérifier cette surallocation dit derrière créer des systèmes d'alerting grâce à du monitoring, et de tout simplement déclencher des alertes pour dire bien écoute, là l'allocation que tu as faite au programme, en général, non pas alerter uniquement quand on OM kill, c'est-à-dire quand on surconsomme, mais également quand on consomme, ou plutôt qu'on suralloue de la RAM grâce à une limite qui est éventuellement trop grosse, et une request également qui va être trop grosse, c'est-à-dire un plafond et un minimum pour le programme, et bien du coup on surconsomme. Et derrière, l'idée c'est de créer aussi un système d'alerting pour dire ok, là attention, suivant un laps de temps relativement large pour pouvoir l'apprécier, attention, ton programme là tu lui suralloues de la RAM ou du CPU, réajuste-le. Et du coup à force de réajuster l'ensemble des programmes dans le cluster ici, plus ça va, plus on va pouvoir réduire la consommation globale du cluster, réduire la taille du cluster et réduire le coût par la même occasion. Alors un autre élément qui est important à intégrer aussi dans ces cas de figure là, c'est la capacité, la souplesse pour pouvoir redimensionner les choses. Alors dans Kubernetes, vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement facile à redimensionner. Pourquoi ? Parce qu'on a les limites, les requests. Donc les limites, ça va être le seuil, en tout cas ce qu'on alloue au maximum au programme. Et le request, lui, c'est plutôt ce qu'on va dire, voilà, le programme à minima pour travailler, il lui faut au moins tant de RAM. Donc ça, c'est deux paramètres qui sont importants. Donc on a une souplesse qui est importante grâce à ces deux variables-là. Quand on est sur une instance, c'est un petit peu différent, puisque finalement l'OM kill il intervient à partir. Alors soit bien sûr on le size soi-même, mais ça n'a plus trop d'intérêt. Soit sinon on va le dimensionner, on dit pas size, on va dire dimensionner. Et soit sinon, eh bien c'est l'instance tout simplement qui va se faire OM kill. Donc ça c'est, on va dire, on sent que déjà on est sur quelque chose qui est un petit peu moins souple, parce que en cas de perte, la perte peut être significative. L'instance, est-ce qu'elle va se relancer, pas forcément dans les conditions où on souhaite. Est-ce que le programme va être relancé quand l'instance va être relancée? Pas forcément. Donc c'est un petit peu délicat. Donc ce qui est important à intégrer également dans cet aspect-là, c'est la capacité à redimensionner. C'est-à-dire que même si je suis dans ce process-là, ici, hop, voilà, avec des instances, il faut que j'ai une facilité pour pouvoir faire ceci, c'est-à-dire simplement redimensionner l'instance. Et c'est-à-dire que derrière, il me faut des process, d'une part pour déployer facilement, ça c'est clair, et au-delà de simplement déployer facilement, c'est le déploiement au sens large, c'est-à-dire que est-ce que j'ai un downtime ou pas. Et dès lors que je vais avoir le plus d'adhérence par rapport à l'instance qui est existante là, donc du coup il y a encore un lien avec stateful et stateless, eh bien je vais me poser plus de questions, et je vais pas forcément redimensionner les choses par peur, par crainte, etc. Voire même, au-delà de la peur et de la crainte, c'est que ça va pas être possible. Donc là, l'adhérence
va être très importante sur la capacité à redimensionner, la capacité à bien gérer financièrement du coup l'ensemble global et le budget global qui va être sur la partie dédiée à l'hébergement dans le cloud. Après on pourra parler des logs, etc., qui ont aussi également des coûts. Mais voilà. Donc aujourd'hui je voulais vraiment insister sur cette partie-là qui est triviale, évidente, mais nécessaire dans le cloud. C'est vraiment une hygiène. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, que je sois développeur et que l'on soit sysadmin, SRE, DevOps, n'importe quoi. On est dans le cloud, tout a un coût, et le fait de bien gérer les coûts, même minimes, a une importance. Par exemple, également, alors on en reviendra sur cet aspect de budget, mais même si mon budget est, mettons, important, hop là je suis comme ça, il est gros comme ça, et que ce que je suis en train de regarder là ne pèse que X%, alors si j'ai déjà fait le tour de tous les autres gros pourcentages, effectivement ça vaut le coup de quand même forcément de passer à ces petits X%, mais même si je n'ai pas fait le tour de tous les gros pourcentages, des fois les petits pourcentages sont assez faciles à sortir. Alors là, typiquement, là, on n'est pas sur des petits pourcentages quand on attaque ce genre de choses, mais il faut s'intéresser. Il ne faut pas proportionner l'intérêt à aller s'intéresser à un gain par rapport au pourcentage global du budget. Dans le cloud, je trouve que c'est une erreur cette approche. Alors bien sûr, il faut s'intéresser au plus gros en premier, mais il faut aussi s'intéresser aux petits parce que ça représente une hygiène globale qu'il faut intégrer dans le cloud pour éviter de la surdépense finalement inutile. De la même manière, voilà, il y a les instances qui devraient être arrêtées, qui ne sont pas arrêtées, etc. Enfin bon, toutes ces choses-là qui sont nécessaires. Et ça nécessite, voilà, du temps, des gens qui vont avoir, voilà, moi je passe au moins minimum une fois par semaine, je fais un peu le tour des projets pour regarder les budgets de chaque projet dans le détail sur les différents services. Je vois que, je sais pas, un dev a déclenché le mode verbeux sur un programme, du coup ça a un coût en termes de stockage de log, eh bien petit rappel au team lead, etc. pour lui dire tiens, est-ce que c'est normal que c'est resté, ça a un coût significatif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir, j'espère pouvoir vous faire encore pas mal d'autres vidéos un petit peu sur ces sujets transverses qu'on découvre peut-être quand on débute, qu'on découvre moins quand on est déjà dedans, je pense. Donnez-moi également vos retours d'expérience par rapport à ces aspects-là, voilà, pour pouvoir éventuellement les partager. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.